Amis téléspectateurs, honneur, merci de faire avec nous un nouveau voyage sur Quisqueya, l'île mystérieuse. Quand Dieu et les esprits tutélaires vous ont à la bonne et que la lumière vous porte à travers vos lectures, vous pensez à Franck Etienne. Amis téléspectateurs, en vos noms et en mon nom, je reçois avec plaisir, affection et honneur Franck Etienne. Merci Marie-Alice. Ça me renvoie déjà à beaucoup d'années au moment où tu étais à la Lue. C'est un voyage. Ah oui. Un long voyage. Un long voyage. Un très très long voyage. Justement, aujourd'hui, j'aurais aimé, à travers les livres de Franck Etienne, Visa pour la lumière, Spirale poétique, paru en 2010, et Rap Diaz, Journal d'un paria, paru à Mémoire d'un crié, faire avec Franck un voyage à travers les mots. Souvent, on dit que Franck Etienne frise l'érotisme, ou traverse l'érotisme, ou se trouve en plein érotisme. Mais dans l'impudeur de Franck, je rencontre très souvent un homme pudique, un être pur, un être qui ne nous dit pas tout. Est-ce que je me trompe, Franck? Non, tu te trompes pas. Non, tu ne te trompes pas. Mais avec ceci que il m'arrive souvent, à travers l'écriture et même le silence de l'écriture, de retrouver cette dimension érotique mais subtile, comme tu l'as dit. Oui, on a l'impression que le rêve de Franck passe à travers l'érotisme pour atteindre une certaine spiritualité, pour atteindre un monde évanescent, où l'on se sent purifié de tout, de toutes les bassesses, de tout ce qui pourrait nous ramener au niveau de la bête, cette bête que Franck dénonce souvent et avec voracité, avec arrogance, je dirais même. Tu as raison, Marie-Alice, parce que d'abord, il y a un paradoxe. Le désir, comme l'avait laissé entendre Guattari, ça remonte déjà à plus d'une soixantaine d'années, au moment où il a été vivant et à la mode en Europe et partout. Guattari a dit une chose vraie à propos du désir, comme machine fondamentale de l'être humain. Mais il l'a dit de manière, je dirais même, violente. L'homme est une machine de désir. L'homme est une machine désirante. Et de mon côté, après avoir lu Guattari, après avoir lu aussi Nietzsche, qui considère que le désir représente l'énergie qui crée, qui fait surgir l'être de pouvoir, l'être de puissance. Car Nietzsche a été l'homme qui a parlé de la volonté de puissance. Malheureusement, il a été récupéré par le fascisme. Ou plutôt, le fascisme a cru récupérer l'œuvre de Nietzsche. C'est différent. Quand Nietzsche parle de la volonté de puissance, la volonté de puissance, elle est liée à la force, à l'intensité du désir. Mais moi, de mon côté, ce que je dis à propos de la manifestation courante chez tout être humain, chez toutes les espèces, et à propos du désir, je dis que le désir, quand il s'humanise, il devient divin. Car le désir est d'abord animal. Le désir est d'abord animal. Le désir est pulsion. Le désir est pulsion. Et cette pulsion, souvent, te rend aveugle,
enlève tout ce qu'il y a de lucidité, de tendresse. Ou d'artifice. L'artifice aussi, mais je crois que si on colle, si on essaie de joindre la dimension de l'artifice, je ne veux pas dire la dimension artificielle, la dimension de l'artifice au désir, là, on n'est pas dans le champ du désir. Car le désir, c'est l'expression de, je dirais, de l'être profond qui essaie d'établir une relation intime, à la limite de l'érotisme, avec les objets aussi, parce qu'on peut aimer et désirer un objet avec autant de force qu'on peut aimer. Oui, le besoin de possession. Le besoin de possession. Donc, je ne vois pas l'artifice, parce que c'est ce qui nous déshabille, le désir. Le désir nous rend nus. Oui, mais quand on lit un texte de Franck Etienne qui parle d'érotisme ou qui poétise l'érotisme, on sent qu'il y a une certaine retenue. Il y a un vide que le lecteur peut ou voudrait combler. Par moment, pas totalement, Marie-Alice, parce que n'oublie pas que j'écris dans 2 langues. J'écris dans la langue d'emprunt, le français, qui est devenu, comme a dit l'autre, qui est devenu la nôtre. Nous nous sommes appropriés cette langue, mais j'écris, j'ai produit beaucoup de livres en langue haïtienne. Oui, et là, j'ai avec moi Rap Jazz qui est en créole et en français. Et la poésie est aussi belle dans une langue que dans l'autre. Ça, à voir, c'est atteindre cette façon d'écrire dans les 2 langues, quelle maestria, chapeau. Tout un chacun ne peut pas le faire. Et là, je lis étincelles cristallines et débauches musicales à vibrance résillante depuis les puits du temps longtemps. Les débouleries du temps d'antan, les avalasses du temps qui fuit. Tambour cercueil, tambour brûlure, tambour velours, tambour plaisir, tambour miroir, tambour obscur, tambour de chair, tambour d'ivresse, tambour voyage, tambour cheval, tambour silence, tambour feu. Tambour qui bouge, tambour navire, tambour qui roule, tambour qui danse, tambour en transe de flammes violines, tambour pays natif natal, tambour à charge de crues fondamentales, tambour tam-tam à profondeur d'âme et sondable. C'est le métissage des 2 langues. Oui. Le symbolisme, on ne peut pas le rater. Ah non, ça c'est vraiment à travers Rap Jazz. D'ailleurs, le titre Rap Jazz résulte je dirais, du rapprochement de 2 éléments qui pourraient paraître antithétiques, et pourtant il y a une profonde, je dirais, compatibilité entre le rap et le jazz. Parce que le rap, qui est cette musique de révolte des jeunes de nos jours, qui remonte déjà à une bonne trentaine d'années, le rap paraîtrait comme une musique monotone. Alors, et il y a une scansion des mots. Il y a une scansion des mots. Alors que dans le jazz, on a des variations. On a une mélopée, et d'abord si on prend le blues, puisque vous savez que le jazz comporte plusieurs provinces, bon, si on prend le jazz dans son aspect, je dirais, d'improvisation. Oui, mais on joue sur les notes noires, c'est ça? On joue sur des notes noires, mais ce sont des notes noires qui montrent, je me permets de le dire, la beauté de la tristesse, la beauté de la douleur. Absolument.
Absolument. Ceci me ramène à Franck Étienne, parce que quand Franck Étienne écrit, on sent qu'il y a une turbulence, il y a une désordonnance de la normalité. Et Franck nous entraîne dans cette folie. D'ailleurs, Franck nous dit, je suis un fou qui se promène à travers vos rêves. Mais Franck n'arrête pas de rêver, même dans les pires cauchemars, on sent qu'il y a une lueur d'espoir en quelque part. Comment vous arrivez à jongler avec les mots pour obtenir cette atmosphère assez particulière? C'est parce que d'abord, tout au début de ma carrière d'écrivain, j'ai peut-être de manière spontanée considéré le mot comme l'élément fondamental de l'écriture. Trop souvent, les écrivains, ce n'est pas seulement en Haïti, hein, partout, les écrivains sont plutôt obsédés par l'anecdote, par l'expression qui raconte un événement, par le récit. Ils oublient que ce soit au niveau du récit, au niveau d'une anecdote ou au niveau poétique, comme nous sommes plus actuellement dans cette émission, dans le champ poétique que dans le champ prosaïque, ils oublient que c'est le mot qui est l'élément fondamental de l'écriture. Comme un musicien, et je crois que là c'est une erreur, ça fait la faiblesse de certains écrivains. Et notez que quand je parle, je ne parle pas pour Haïti, hein, je parle d'une manière globale, générale. C'est comme si un musicien, qu'il soit violoniste, ou bien qu'il soit un compositeur, ou bien qu'il soit un pianiste, oublierait qu'il utilise quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire le son. Cette petite vibration qui retrouve d'autres vibrations et qui te donne et qui crée l'harmonie. C'est la même chose dans le domaine de l'écriture et c'est pourquoi j'ai dit que j'ai appris à traiter le mot comme une particule d'énergie sensuelle. Et justement, je retiens le mot sensuel. Car quand Franck Étienne parle de ses blessures, quand Franck Étienne parle de cacophonie, il y a une sensualité dans le dire. Et on n'échappe pas à cette sensualité. Est-ce que d'après vous, c'est ce qui pousse le lecteur à penser que vous seriez un auteur érotique? Je crois. Il y a une évidente partition érotique dans mon travail d'écrivain et que je ne récuse pas, même si au niveau du créole il y a un texte. Je t'assure, Marie-Alice, il te faudrait beaucoup de courage pour qu'un jour nous fassions à deux une émission sur Adjanomé les eaux. Je le ferai avec plaisir. Et même avec bonheur. Adjanomé les eaux. Oui, oui. Dans Adjanomé les eaux, il n'y a pas cette pudeur que tu as relevée. Là, tu as raison. Dans mon écriture francophone. Oui, mais il y a une blessure au fond. Oui, il y a une blessure au fond. Ce texte charrie une blessure que l'auteur cache avec les mots. Mais que l'on peut sentir, on perçoit cette blessure. Mais que je n'ai pas caché dans l'expression créolophone, je dirais haïtienne. Parce que le créole, c'est la langue haïtienne. Oui. De la langue haïtienne. Parce que Adjanomé les eaux, c'est un livre guédé, traversé par le dire du loi guédé qui est un loi subversif. Et il est tellement subversif, là je ne sais pas si j'apprends ça à des connaisseurs qui, là je leur demande de m'excuser, je ne suis pas en train de livrer les secrets. C'est une vérité. Ah oui.
Vous savez que le Guédé, c'est bientôt, 1er novembre, 2 novembre, vous savez que le dieu Guédé se manifeste le 2 novembre. Il y a des manifestations, bien sûr, qui commencent 3, 4, 5 jours avant. Mais l'explosion Guédé se fait le 2 novembre. Eh bien, supposons qu'on tienne une cérémonie, et une cérémonie en l'honneur d'un dieu, et disons d'un Ogou. Ogou Ferraille qui est le dieu de la guerre, ou bien qu'on tienne une cérémonie en l'honneur de Loarada. Parce que le Loarada est beaucoup plus calme. N'est-ce pas que les Ogou Ferraille, Ogou Badagri, Ogou Balendiou. Eh bien, si un Loa-Guédé se permet, parce que c'est arrivé plusieurs fois, de se manifester, eh bien, le maître de cérémonie, qui est le prêtre vaudou, qui est le Unga, ou bien la Mambo, eh bien, ils sont obligés de s'arranger pour chasser le dieu Guédé qui apparaît comme un trouble fait, comme son gâté pâti. Puisque d'abord, la langue Guédé, c'est la langue qui est condamnée, entre guillemets, par les gens de bien, ou bien par les gens... l'embarras des propos. L'embarras des propos. donc, quand on prend, moi j'aimerais bien que ce soit dans 3 mois ou dans 6 mois, on ne va pas le faire tout de suite. On laisse les gens sur leur soif. Peut-être l'année prochaine, nous allons ouvrir ce livre de 700 pages qui s'appelle Adja Nomelezo. Et Adja Nomelezo est encore dans la spirale parce que ça veut dire le chaos absolu. Et le zo dans le créole, dans l'haïtien, dans le créole haïtien, c'est l'absolu. Melezo, Kassezo, Roulezo, Boulezo, et donc Adja Nomele qui renvoie à une danse, presque une danse des sociétés secrètes, où c'est au cours de minuit que les gens se dévoilent, que les gens se reconnaissent, que les gens s'identifient. Donc le Adja Nomelezo, c'est le chaos absolu. Donc ça rentre encore dans l'esthétique de la spirale. Je reviens au texte de Franck Étienne, à l'expression de chaos et de cacophonie. Franck Étienne ne se lit pas de façon linéaire. On ouvre un livre de Franck Étienne et on lit une page. Là, au hasard, je prends une page et je lis « Ventre gouffre d'amertume pour un totem brûlant, éjaculant la mort, le désastre, enflammé l'embrasement du malheur, ma ville en libido, au bleuissement du sperme sous le feu du coït dans un lit saturé de catastrophes sanglantes. » Nous faisons référence à quoi? Il n'est pas question de sexe ici. Non, il n'est pas question de sexe là. Non, là, je suis bien content que tu aies choisi ce paragraphe. Là, nous faisons, quand il dit non, bon, oui, tout le monde à travers moi. Oui, parce que, comme disait Victor Hugo, je suis toi, tu es moi. Oui. Ce que j'écris, ce n'est pas moi seulement qui écris, tu écris aussi avec moi. Tu me traverses quand j'écris. Ou bien encore l'altérité rimaldienne, je suis toi-même et toi-même tu es moi-même. Eh bien, je suis bien content que tu aies choisi ce paragraphe qui montre la violence de la vie. Marie-Alice, la vie est belle, mais la vie est violente. Et il y a à peine 3 ou 4 jours, j'ai assisté à un documentaire sur ce qui se passe dans les fonds marins. Cela se passe aussi dans les jungles, au niveau des prédateurs, des fauves. Mais malheureusement, cela se passe aussi au niveau de l'humain. Nous sommes dans un champ de violence perpétuelle. Et l'époque, la nôtre, que nous vivons actuellement, est porteuse d'atrocités, est porteuse de violence. Cette violence, elle est non seulement
dans la nature profonde elle-même, avec les tremblements de terre, les tsunamis, les épidémies, les cyclones. Là, pour les épidémies, là, n'en parlons pas. Nous sommes les virus mortels et des virus qui ont cette capacité de mutation et qui rend difficile l'approche scientifique. Les médecins croient avoir affaire à un virus XY, automatiquement, ça devient X gamma et il est obligé de tout reprendre. Nous n'allons pas rendre les gens tristes, mais nous avons actuellement... Le chikungunya n'était absolument rien. Moi, j'ai connu le chikungunya, ça n'a duré que 2 jours. Je me suis... Oui, maintenant on peut en rire quand on pense à Ebola. Oui, l'Ebola. Qui met un bémol à tous nos... Vous savez comment on l'appelle en Afrique? La main du diable. C'est la main du diable. Et sur 100 personnes atteintes, on est sûr d'avoir entre 70 et 80 victimes. C'est terrible. Donc, la violence, pour reprendre à quoi tu as fait allusion tout à l'heure, la violence, elle est dans la vie. C'est quoi la naissance d'un enfant? La naissance d'un enfant, c'est des ruptures. On appelle ça chez nous le casser les os. C'est le liquide amniotique qui sort. Oui, c'est la première grande souffrance. C'est la première grande souffrance. Mais, et même l'enfant, on ne sait pas, puisque nous n'avons pas cette mémoire, je dirais, qui aurait été une mémoire magique, qui nous aurait permis de revivre les premiers instants. Les premiers instants de vie. Et l'enfant sort et fait face à un monde qui, semble-t-il, n'est pas de tout repos. La violence, elle est dans l'amour, la violence, elle est dans la nature. La violence, j'ai dit dans un livre que j'ai écrit, et c'est toi, je me rappelle, c'est chez toi qu'on a fait la première signature, c'est-à-dire la sortie du livre que j'ai écrit avec l'artiste, le journaliste d'Ambreville et God Bless America ou l'Amérique saigne. Quelque part, bon, ça je peux dire, c'est un dévoilement, cette phrase est de moi. C'est pas la mort qui est terrible. C'est la vie qui est féroce. La mort est douce. La mort est douce. Donc le contexte social nous place dans un milieu infernal. Ah, c'est un milieu infernal et ce combat est permanent sous toutes les formes. Bon, bien sûr, il y a des formes qui varient de l'individu à l'autre, d'une famille à l'autre, d'une espèce à l'autre. Mais que vous ayez de l'argent, que vous soyez, je ne sais pas, pourvu de toutes les fortunes, de toutes les richesses matérielles, la vie reste quand même un champ où la violence occupe la majeure partie de l'espace. Mais cette violence-là n'est-elle pas mise échec et mat par l'écriture? Le fait de pouvoir, à partir de l'imaginaire, exprimer ces angoisses. C'est un détour. Je crois que c'est un détour. C'est un détour. Nous essayons de contourner l'inacceptable. L'insupportable plutôt. Et à ce moment-là, au niveau de la création, que ce soit chez le peintre, chez le musicien ou chez l'écrivain, le poète, on fait un détour et on opère ce que j'appellerais une mutation qui, à la limite, débouche sur une métamorphose. Nous transformons la douleur
nous transformons la blessure, et c'est pourquoi l'écrivain, les artistes, les créateurs sont des alchimistes. C'est l'alchimie de l'écriture, c'est l'alchimie de la création. Donc là, l'alchimiste que représente Franck Etienne, puisque Franck Etienne est un écrivain, poète, dramaturge, musicien, chanteur et peintre. Donc les moments de catharsis sont nombreux. Les moments de catharsis constituent fondamentalement l'espace, et je dirais, où le créateur se manifeste lui-même pour essayer de se retrouver et de retrouver l'autre, de retrouver les autres. Mais qu'en est-il des rapports avec l'au-delà quand on pense seulement aux humains, à celui qui va lire, le lecteur, celui qui va partager, celui qui va consommer la peinture, celui qui va écouter le musicien, écouter cette chanson. Marie-Alice, chez les croyants, dans les religions, dans les diverses religions, je crois qu'on appelle Dieu le Créateur. Oui. Eh bien, nous, les artistes, nous sommes des créateurs. C'est-à-dire que ce soit dans la peinture, que ce soit dans l'écrit, nous exprimons la puissance du divin. Vous êtes à l'image de Dieu. Bien sûr, nous exprimons la puissance du divin, et comme je suis passé par cette maladie qu'on appelle, j'aurais dû dire débilité, cette débilité qu'on appelle l'athéisme, ou bien celui-là qui dit bon, Dieu n'existe pas. Maladie de jeunesse. Eh bien, heureusement que j'ai traversé cette période qui est très loin de moi-même, de ma pensée, de mes écrits, de mon travail de peintre, de mon travail d'écrivain, de même de mes prestations poétiques aussi, ici et ailleurs à l'étranger. Je crois que tout chez le Créateur, même quand il l'ignore, même quand c'est à son insu, tout se traduit par cette manifestation de l'énergie divine. L'énergie divine. Donc là, la création chez l'artiste serait une manifestation divine. Divine. Bon, bien sûr, il y en a qui, de manière très restreinte, très réductrice, vont croire que nous parlons d'un Dieu comme moi, barbe blanche, qui est un Dieu dictateur, qui gouverne tout. Et quand il n'a pas la barbe blanche, eh bien c'est Bouddha, c'est Allah, c'est Ogun Ferraille, c'est Ogun Badagry. Là, on est dans le domaine, si on parle ainsi, on est dans le domaine de la stricte religiosité. Dieu est partout, omnipotent, omniprésent, omniscient, à travers même nos particules et à travers même l'invisible, car l'invisible occupe l'espace le plus ample de toute la création, de tout l'univers. Là, dans cette galerie, il y a non seulement des êtres que nous ne pouvons même pas imaginer, que nous ne pouvons même pas percevoir, mais la science a montré que même dans une goutte d'eau, dans un grain de sable, il y a des créatures imperceptibles qu'on appelle des créatures naines. C'est-à-dire tellement petites que même si vous utilisez un microscope hyper sophistiqué, vous n'allez pas les voir. Donc, c'est pourquoi il n'y a pas de vide. Dieu est partout. Les êtres qui se manifestent, chez qui se manifeste l'énergie divine, ils sont partout. Nous sommes constitués de particules élémentaires, c'est-à-dire ces particules qui se sont agglomérées depuis le moment où une
gamète mâle, c'est-à-dire le spermatozoïde, fait la rencontre d'un œuf, d'un ovule, automatiquement, il y a des mutations qui se produisent. On a des métastases, anaphases, ce sont les différentes phases. Et au cours de 24 heures, on a déjà un être constitué de milliards de particules élémentaires. Et chacune de ces particules est déjà cette manifestation subtile, secrète, invisible de Dieu. Alors là, j'avais une question pour vous. J'ai l'impression qu'elle tombe. C'était autour de la fonction magique de la création. Évidemment. Chez l'artiste. Évidemment, et il y a une magie dans la création. Il y a ce que j'appellerais cette manifestation subtile de l'insaisissable, de l'intangible. Et cet insaisissable, cet intangible que l'on ne peut appréhender qu'avec à la fois l'imaginaire et la sensibilité profonde du créateur, c'est-à-dire de l'artiste, eh bien, ceci fait du chant de la création un chant divin. On devient Dieu à partir du moment où l'on produit. Car au fond, c'est Dieu qui t'utilise comme instrument pour la production artistique. Mais êtes-vous conscient de certains dédoublements à ce moment-là? Par moment. Mais ça n'arrive pas chaque jour. Parce que autrement, on serait dans une sorte de dédoublement dangereux où l'on frôlerait en permanence la grande folie. Les précipices. Ah oui, les précipices, merci. Les précipices. Donc là, à un certain moment, l'artiste demeure quand même conscient et il sait qu'il faut s'arrêter. L'artiste, la conscience, c'est un paradoxe. La conscience est à la fois mobile, immobile, disons, et dans une sorte de je suis là, je ne suis pas là, et c'est le vertige qui arrive. C'est le vertige qui arrive, et souvent, ce vertige nous projette. Il y a deux possibilités. Cela nous projette ou bien dans la zone lumineuse, ou bien encore dans un labyrinthe. Donc là, où le but visé, c'est Dieu, ou alors le but visé, c'est la folie. On ne vise pas ce but. Nous sommes pris en otage, nous sommes cernés. Nous sommes assiégés. Et j'ai toujours dit que quel que soit le créateur, surtout quand il entre dans ce que j'appellerais, si on prend un écrivain, le dire majeur, ou bien chez un musicien, c'est-à-dire la note, le son majeur, là, tu as parlé de la transe. On frôle l'anomalie. Le plus souvent. L'absolu des fois. Ah, l'absolu, et cet absolu te projette dans ce qui est de l'anomalie. Moi, je crois que ce qu'on appelle les artistes majeurs, ils sont des êtres anormaux. Qu'entendez-vous par là, anormaux? Est-ce que c'est parce qu'il y a un déni? Non, je te réponds, c'est parce que quand on est dans la normalité, oui, on est dans le quotidien, le conscient, et une lucidité qui te rend parfois esclave du quotidien primordial. C'est-à-dire le quotidien qui est là, c'est-à-dire parce que
Ou des principes qui vont vous brimer et empêcher une évolution de l'être. Ah, mais écoute, il y a beaucoup, c'est pas un seul, parce qu'on a eu en France, on a eu Magritte, on a eu beaucoup d'autres créateurs, peintres ou poètes. L'écrivain qui regarde passer un oiseau ne voit pas un oiseau. Il voit l'essence du vol à travers la musique et la gestuelle des ailes. Donc la sensibilité prend le dessus. La sensibilité est au premier degré. Et là encore, et pour que les gens puissent comprendre, je me permets de dire, et c'est une façon de montrer cette magie à travers le regard du poète ou du peintre ou du musicien qui voit passer rapidement, je ne sais pas, un oiseau, un petit colibri. Jamais l'avion ne pourra remplacer l'oiseau. Et remarquez que c'est la même origine. Aves, c'est l'oiseau. Donc la science n'aura jamais raison de la poésie. Jamais. D'ailleurs, s'il n'y a pas de poésie dans l'activité scientifique, on cesse d'être un chercheur, car la recherche, fondamentalement, est axée sur cette sensibilité poétique qui fait que la science et la poésie se retrouvent. Nous, on a tendance à dire que la poésie est un art mineur. Non, non. Moi, je dis que au niveau de la création, parce que la poésie se retrouve dans la peinture, dans la musique, oui, etc. Oui, oui. Eh bien, c'est pourquoi je dis création générale. Je ne dis pas la littérature, je ne dis pas l'écriture. Eh bien, et je crois que la poésie constitue l'art majeur et l'essence fondamentale qui donne à une œuvre la chance de traverser le temps. Que ce soit un texte écrit, que ce soit une peinture, que ce soit un concerto ou une sonate, la poésie, si elle est absente, on n'a plus rien. Nous avons, là tu le sais mieux que moi, puisque tu es non seulement historienne de l'art, mais tu vis en permanence avec les créations picturales. Il y a une énorme différence entre le technicien qui est virtuose des doigts et celui-là qui fait passer son âme, son âme c'est toute l'émotion profonde de son être intime qui surgit à travers son regard, à travers les doigts, et les pigments automatiquement cessent d'être des pigments pour devenir des particules élémentaires, expriment encore le divin. Les messagers de souffle. Tentative réparatrice par la porte écrasée, sous les maillicoules de la terreur, l'être intime à lisière de césure en suspension de naufrage se détache lentement de la fissure obscure du corps. Ailleurs profonde l'ellipse, comme hiatus infini devant l'immensité tragique. La tribu chimérique dans l'embrasement de nos fantasmes, le vorace incendie de nos rêves et nos désirs inhabitables dans la fumée des ruines, la violente esthétique de nos désastres massifs, déconstombrant nos mythes, nos utopies et nos légendes inexorablement, impitoyablement. Et là, Marie-Alice, avec cette lecture, tu viens de me donner la chance de dire quelque chose que nous aurions omis, nous deux, puisque l'émission avance et l'émission est siamoise. C'est nous deux qui faisons l'émission. Il y a la violence. Ce n'est pas seulement dans mes textes. Nietzsche est un violent. Et Magloire Saint-Aude
est un poète violent. Eh bien, quand on parle de violence, quand on parle de terreur, quand on parle de douleur, quand on parle de blessure, il y a un pas, un élan, un sursaut qui est indispensable et qui, pour l'être humain que nous demeurons au premier degré, quand au second degré on va atteindre le divin, eh bien il y a quelque chose qui doit se produire. C'est la transcendance de la douleur, c'est la transcendance de la terreur, c'est la transcendance de la violence. Et je me permets de citer cette phrase qui figure au frontispice d'un temple au Tibet. Dieu, Jésus, qui dit « Je me suis fait homme pour connaître tes douleurs et savoir les limites de tes souffrances. Pourquoi toi, tu refuserais d'être Dieu avec moi ?» C'est la transcendance de la douleur. Et l'exemple a été donné. Au moment où se produit la crucifixion, qui est un supplice atroce et qui va emmener la transfiguration, on n'a plus maintenant cette chair faible sous le poids de la douleur. On a la montée de l'essence divine qui s'était fait homme et qui a retrouvé la splendeur de Dieu, qui a retrouvé l'exaltation de la lumière. Ce qui voudrait dire que la beauté serait au bout de la souffrance. Évidemment, moi, je me demande, même chez les artistes qui ont utilisé la dérision, l'autodérision, l'humour, si c'est là encore, ce n'est pas un détour pour ne pas faire face à cette douleur qui est permanente dans tout acte de créer. La création, quel que soit le domaine considéré, la création se nourrit de douleur. Et la douleur, je vais le dire d'une manière plus générale, comme la création prétend exprimer la vie, le carburant de la vie n'est autre chose que la douleur. Mais au-delà. Au-delà, bien sûr, au-delà. Il ne faut jamais s'aplatir, on peut bien embrasser sa douleur, mais à ce moment-là, avec tout ce qu'il y a de générosité, de retrouvailles des autres, on retrouve les autres, on embrasse sa douleur, comme disait le Christ, mais pour mieux comprendre la douleur et aussi la joie, car il y a un paradoxe incontournable, c'est cette proximité et cette fusion entre la douleur et, je dirais même, la jubilation. Ça fait de nous des schizophrènes. Donc là, on parle de joie triste. Bien sûr, la joie, elle est là, la douleur, elle est là, et on vit dans une sorte d'espace où nous sommes souvent coupés, non seulement en deux, parce que la schizophrénie est binôme, parce que c'est coupé en deux. Non, nous sommes coupés, nous sommes émiettés, nous sommes déchirés le créole aurait dit miettes morceaux, mais nous sommes déchirés en milliers de morceaux. Et pourtant, il y a dans l'écriture d'une poésie
comme un besoin de séduction. Là encore, c'est l'occasion. L'élégance Oui, qui là encore, traverse bien le sûr. cœur. Bien sûr, mais là encore, c'est l'occasion que tu me donnes, parce que tu le sais, de rappeler que dans tous les domaines, Marie-Alice, enfin là je m'adresse au public aussi qui a vécu des expériences personnelles. Dans tout ce que nous vivons, il y a un élément fondamental qui est toujours là, sur le plan de la pensée, sur le plan de l'émotion, sur le plan de la nostalgie, sur le plan de ce qu'on a vécu il y a 40 ans et qui revient parfois par bribes ou bien qui traverse nos rêves. C'est le paradoxe. Là où il n'y a plus de paradoxe, il n'y a plus de vie. Voilà pourquoi, malgré le besoin de séduire, vous avez toujours refusé avec obstination de vous soumettre à des règles qui feraient de vous un créateur très facile à lire, agréable à aborder, le petit livre à apprivoiser que l'on emmène à la plage ou en voyage. Ou bien quoi, avant de dormir, Oui. ou bien parfois Oui. Donc là, c'est grignotant. paradoxal. Oui, c'est paradoxal. C'est Mais vous avez paradoxal. gagné le pari, puisqu'on vous lit. Vous êtes très lu, vous êtes très vendu. Dans Ça- les universités, on s'arrache vos livres. Ça a Vous pris du êtes temps. traduit en plusieurs langues. Ça a pris du temps, oui. Et là, tu me donnes l'occasion aussi de rappeler qu'il y a à peine 3 semaines, j'ai été à New York à l'occasion de la publication de Murs à crever, publié par une maison d'édition américaine en anglais. Et, pardonnez ma diction, ma prononciation. C'est Ready to Burst. Et il y a aussi la version espagnole, parce que ce même livre a été traduit en espagnol. C'est A punto de reventar, sur le point d'exploser, sur le point d'éclater. Et je comprends pourquoi Duvalier a été offusqué, même a été quelque part, pas blessé, mais disons énervé plutôt, parce que les dictateurs, ils sont beaucoup plus près de la colère. Ébranlé. Ébranlé, c'est ça. Et Murs à crever avec accent, et bien qu'est-ce que ça veut dire? Bagaille la prête pour péter, qui ça peut Bagaille péter? la mue. Bah, la mue. Faut le péter. Et son absent, mais c'est quoi? Eh bien, en anglais, c'est ready to burst, et en espagnol, c'est a punto de reventar. Ah, oh, je te réponds, c'est le temps. On dit que le temps n'existe pas, c'est vrai. Le temps n'existe pas dans la mesure où nous ne pouvons pas le saisir. Il est insaisissable, il est intangible, il est même invisible. Qui a jamais vu passer le temps quelque part? Ah oui, mais à partir de 40 ans, il accélère sa course. Non. Là, je dirais plutôt que c'est une sensation qui est plutôt de l'ordre de la réflexion profonde. Vous vivez ça comment? Le temps. Vous l'apprivoisez comment? Vous l'appréhendez comment? Je n'arrive pas à apprivoiser le temps. Je ne crois pas que l'on puisse apprivoiser cet intangible qui est la caractéristique de quelque chose, d'un objet, d'un être. Et c'est pourquoi Einstein et beaucoup d'autres savants considèrent plutôt qu'il n'y a ni espace ni temps, ce n'est pas seulement le temps. Il n'y a ni espace ni temps, c'est-à-dire que là où nous sommes, c'est une illusion de vision. Oui. Donc, et ce qui est vrai, c'est le continuum espace-temps. C'est-à-dire le temps et l'espace se conjuguent, se fusionnent, s'entrelacent, s'entremêlent, s'entretissent, s'entrelianent. Et on n'arrive même pas à distinguer, à discerner ce qui est temps, ce qui est espace, car c'est toujours le temps de quelque chose. C'est toujours le temps d'un espace. Et vous C'est le temps vivez d'Haïti. comment?
Moi, je ne cherche pas à savoir. Je ne cherche pas à savoir. On voit qu'il y a de la lumière autour de vous. Tantôt, une femme vous a dit que vous étiez porteur de lumière. Et moi, j'en suis convaincue. Donc, il se passe quelque chose. Il y a une complicité entre vous et le temps. Il se passe quelque chose précisément de divin. Il se passe quelque chose de magique. Il se passe quelque chose de mystérieux. Car nous vivons dans un univers de mystère et d'énergie. Et même cette énergie, on peut expérimenter l'intensité d'une énergie, mais pas la saisir. Donc tout est un mystère. Nous vivons dans un univers de mystère. Nous sommes là, je ne sais pas, depuis 40 minutes. Donc vous fusionnez avec cette énergie-là afin de pouvoir un peu l'utiliser. Et se dire que là, c'est un vœu que je fais, que les hommes, que les enfants surtout, et qu'à l'école, on apprenne aux enfants à dire que je suis énergie et je suis Dieu. Parce que c'est ça qui nous permet non seulement le dépassement, mais la transcendance des choses, je dirais, qui relèvent de l'ordre de l'insignifiance. De l'ordre de l'insignifiance. Ah, il y a... Voilà un bien grand mot, insignifiance. Oui, oui. Qu'entendez-vous par là? J'entends par là, et je prends le cas d'un trésor possédé par quelqu'un, c'est-à-dire une immense fortune. Que représente cette immensité de fortune à côté d'un simple sentiment de rapprochement sous forme d'amour ou de rejet ou de haine ou de rancœur de la part de quelqu'un? Que représente cette immensité d'argent à côté d'une simple fièvre, d'un petit mal de tête? Ou bien, et ceci est encore valable même pour ce que nous prétendons être notre création. Que valent tous les mots du dictionnaire? Que valent tous les mots de tous les livres du monde? Que valent les mots de tous les livres qui sont dans toutes les bibliothèques du monde? À côté d'un enfant qui meurt et que nous éprouvons les puissances de ne pouvoir le sauver. Que représente tout ça en face d'un enfant qui n'a pas encore trouvé un morceau de pain midi passé? C'est de l'insignifiance. C'est de l'insignifiance. Vous tirez vos plus grandes joies de quelle émotion? De quelle incidence? De quelle rencontre? De savoir que malgré tout, malgré toutes les vicissitudes, malgré toutes les tares, malgré tous les méfaits, et nous avions parlé tout à l'heure de violence et de douleur, que l'amitié, qui est cette fusion de deux êtres, et ça existe. Vous avez des amis? Tout le monde est devenu mes amis, alors que je suis l'homme du silence, mais je regarde beaucoup. Quand je rentre, je ne sais pas, dans une banque, dans un supermarché, ou que je marche dans les rues, et même si ça se fait de moins en moins, mais il m'arrive de sortir accompagné de mon chauffeur, qui dit, mais la voiture là, je sors, laissez-moi marcher comment dit-on ça, de faire quelques pavés
traverser quelques rues, quelques blocs, eh bien, les gens que je rencontre, automatiquement, je les sens en moi. Et c'est avec le temps, même si c'est quelque chose, le temps, ça c'est le temps conventionnel, hein? Le temps conventionnel, le temps conventionnel, qui n'est pas le temps dont nous parlions tout à l'heure. Là, c'est le temps conventionnel marqué par une horloge, etc. Nous avons fragmenté le jour en 24 heures et l'heure en 60 minutes et la minute en 60 secondes. C'est conventionnel, c'est artificiel. Eh bien, je dis qu'avec ce temps-là, c'est-à-dire quand j'avais 40 ans, 50 ans, vivant dans une sorte d'ignorance que je ne regrette pas, parce que ça a été un passage obligé. Avec maintenant, quand je rencontre quelqu'un, je me sens dans une explosion de partage amoureux inouï. Et je n'ai pas besoin de toucher. Je ne veux pas être vulgaire comme tu as parlé de pudeur, mais je me permets de dire cette phrase, cette vérité. C'est une vérité. Les êtres que je rencontre maintenant, hommes ou femmes, eh bien, je me sens relié immédiatement par un cordon d'amour incassable, que l'on ne peut pas dénouer. J'aime d'une autre manière, c'est-à-dire, j'ai retrouvé l'essence profonde de l'amour véritable. Je n'ai pas besoin de toucher à une femme. Elle est mienne, même si elle a déjà son mari ou 50 maris. Elle est mienne. Au début de l'émission, vous avez parlé du silence. Et là, à nouveau, vous avez cité le mot silence. Et je me suis rendu compte que ce que vous disiez, c'était pour me faire comprendre que vous aviez les silences qui parlaient. Vous pouviez toucher l'autre à travers le silence. Encore l'expression de la dimension paradoxale de la vie. L'ici, c'est l'ailleurs. Le haut, c'est le bas. Ce qui est loin est proche. Et aussi l'androgynie. J'ai ma part de féminitude chez moi, qui n'est pas moindre. Et aussi bien que j'espère, je crois, qu'il y a une part de masculinité chez toi. Nous sommes dans une androgynie qui traduit bien sûr le paradoxe. Donc ce qui fait que les gens qui s'entre-déchirent, moi je suis femme, c'est moi qui la meilleure, ou bien les hommes qui prennent leur bâton, leur fusil, leur mitrailleuse, et qui font tant de mal à la planète, qui font tant de mal à l'espèce, à toutes les espèces, ils se trompent. Nous sommes tous. Donc vous avez atteint le niveau de tolérance. Avec le temps, ça a pris du temps, chérie. J'ai commis beaucoup de bêtises dans ma vie. J'ai dit que je ne regrette pas. Parce que si on n'a pas traversé le champ où se manifeste le diable, c'est-à-dire les forces monstrueuses, on n'a aucune chance de frôler la sanctification, de frôler Dieu, de frôler la divinité et de frôler même la divine magie de la vie. Donc là, vous avez traversé la tourmente et vous avez été Franck Etienne tonitruant. Vous êtes un ténor. Oui, mais Vous chantez, vous êtes un ténor. Mais je ne suis pas parvenu. Je suis parvenu à transcender dans une sorte de mutation, dans une sorte de fusion, dans une sorte de métamorphose. Mais je n'ai pas évacué. Je ne suis pas parvenu, heureusement, je ne suis pas parvenu à évacuer ni la douleur, ni la violence, ni la terreur qui habite l'être humain et qui m'habite. Si il n'y a pas cette douleur, elle se manifeste d'une autre manière. La violence s'était manifestée quand j'avais 25 ans, 30 ans, sous cette forme de prédation. Il me fallait prendre.
Quand je disais amour à l'âge de 30 ans, 35 ans, je disais, c'est moi le tigre, le lion, tout m'appartient, toi aussi tu m'appartiens. C'était la possession. Maintenant, c'est différent et pourtant, j'éprouve à la fois l'amour, la douleur. Il y a un métissage. Et ceci rentre dans l'esthétique de la spirale où tout s'entremêle. Parce que la cacophonie est aussi une chaophonie. Donc là, ce serait l'acceptation du moi avec ses faiblesses et sa force. Oui, oui. Vous êtes arrivé à ce stade. Donc là, c'est le stade où vous pouvez vraiment partager sans arrière-pensée. Oui, oui. Oui, oui, ça je l'affirme. Et attention à ceux-là, j'ai toujours dit, qui interprètent, qui mésinterprètent, qui déforment ou bien qui a des visions distordues. Lorsque je te rencontre, lorsque je rencontre une femme comme toi, une autre femme, elles sont nombreuses à travers le pays, aussi bien que les hommes, je les embrasse avec force et je sens qu'il y a un donner-recevoir qui se produit. Qu'arrive-t-il à Franck Etienne quand il se trouve face à cette panoplie de livres qu'il a écrits? Quel est le sentiment que l'on éprouve devant ces écrits-là? C'est une longue vie de partage. C'est une longue vie de partage, mais permets que je dise aussi que c'est l'expression, je disais tout à l'heure, d'une anomalie. L'expression d'une anomalie. C'est-à-dire que quelqu'un puisse entrer dans une forêt de signes et qu'il prétende exprimer le vrai, exprimer le réel, exprimer même le virtuel et l'imaginaire avec des signes que les hommes... Franck est aussi un visionnaire, parce que certains livres écrits il y a des années sont d'actualité. Oui. Ça, c'est la part de l'imaginaire en expansion. On a souvent parlé de l'univers qui est en expansion à partir de Big Bang. Moi, je crois que ce qui est fondamental, et actuellement c'est devenu une urgence pour l'être humain, face à tous les malheurs qui nous frappent, face au conflit meurtrier, face à cette crise, le chômage qui est partout, le chômage qui est aux États-Unis, le chômage qui est en Europe, et tous ces malheurs qui étaient très loin, je dirais, de ces lieux dits technologiques, civilisés, avec tous avancés, eh bien, je crois que le moment est venu pour le salut. Et ce salut, on ne l'aura pas seulement avec la culture. Trop souvent on dit, et là je reprends cette parole de Daniel Lafayette qui, après le tremblement de terre, est venu chez moi et qui m'a vu en pleurs. Et j'avais écrit une pièce, vous savez, Mélo Vivi ou le piège, et je lui ai dit, je ne vais plus jouer la pièce. Il m'a dit, non Franck, tu as créé un objet culturel qui est cette pièce de théâtre. C'est la culture qui sauvera le monde. J'ai écouté la phrase, je l'ai retenue. Beaucoup de journaux étrangers, que ce soit aux États-Unis, en France, en Italie ou dans d'autres pays du monde, en Asie, on a repris cette phrase concernant la rencontre de deux créateurs, de deux poètes. Et cela a eu lieu en présence de Lionel Trouillot et en présence de Rodney Saint-Éloi, cet échange. Mais après, tu sais que je me suis rendu compte que ce n'est pas la culture qui va sauver le monde. C'est la spiritualité. Donc l'amour. Donc l'amour, axé sur cette énergie en expansion. Axé sur cet imaginaire en expansion
qui me permet d'être avec toi, même quand j'aurais laissé cet espace où nous avons eu cette entrevue. Tu es toujours à côté de moi, tu es toujours avec moi. Donc là, cette succession d'événements t'a permis de découvrir une autre part de ta personnalité. Oui, je crois. Bien sûr, je ne nie pas, je l'ai affirmé, je ne nie pas comment appeler ça, hein, cette floperie de déblosailles, de bêtises que j'ai commises dans ma jeunesse, durant mon adolescence. Je peux prétendre être devenu un autre être, mais qui a poussé à partir du fumier qu'a été le malheur, qu'a été la violence, qu'a été la terreur, qu'a été l'épouvante. Mais Franck Etienne s'est occupé justement de beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, je les vois, hommes, femmes, arrivés, des gens corrects, des gens sérieux, des gens qui ont réussi. Des gens célèbres, des gens puissants, tout puissants. D'autres sont célèbres. Et il y a un dénominateur commun chez tous ces gens-là. Et ça me rappelle ce qui s'est passé il y a pas mal d'années. Nous nous étions réunis à la place Saint-Pierre. Il y avait un restaurant là à l'époque et nous voulions offrir une voiture à Franck Etienne. Et Franck Etienne a dit non, moi je ne veux pas de voiture. C'était en reconnaissance. Et nous n'avions pas compris à ce moment-là que Franck Etienne valait beaucoup plus que ça. Heureusement que le pays l'a compris, vous êtes devenu un trésor national. Et amis téléspectateurs, en vos noms et en mon nom personnel, je remercie le Trésor national, Franck Etienne. Merci, Aralis.